parlerons d'un thème évoqué lundi avec l'oncopsychologue Karen Kreiter, comment préserver son intimité pendant en période de confinement. Un point sur la technique. Donc, pour celles qui ne sont pas tout à fait encore habituées, vous avez deux onglets à côté de votre écran. Un onglet chat qui permet de communiquer entre nous. Je vois déjà pas mal de bonjour de Toulon, de Plaisir, de Belgique, etc. Merci aux associations organisatrices. Donc, ce chat nous sert à communiquer, à se faire des coucous et à nous alerter en cas de problématiques de son, de vidéo, etc. Et un onglet questions sur lequel c'est un fil de questions. Laure, qui est modératrice, verra les questions et pourra les remonter ainsi à Sébastien, notre expert du jour, qui donc pourra y répondre. Sur ce fil de chat, certaines questions seront également répondues directement par écrit par notre modérateur qui est aujourd'hui Alexis Talbot, qui est hématologue à Saint-Louis. Coucou Alexis. Je vous rappelle par rapport à vos questions qu'il ne s'agit pas d'une téléconsultation. Nous ne prendrons donc que les questions médicales d'ordre général. Pour tout ce qui concerne des questions particulières individuelles, rapprochez-vous de vos équipes médicales qui connaissent votre dossier et qui sont donc à même de répondre de façon individuelle et personnalisée à vos questions. Nous tenions à remercier également le laboratoire Roche qui a été présent auprès de ces deux associations pour pouvoir maintenir ce rendez-vous malgré le contexte qui ne permettait pas les rassemblements en face-face. Avant de démarrer, je vais donc donner la parole aux deux associations qui n'ont, elles, rien lâché pour être à vos côtés et en mettant en place ces webconférences durant cette période. Donc, nous allons commencer par Mon Réseau Cancer Gynéco. Laure, à toi. Bonjour à toutes. Donc, Mon Réseau Cancer Gynéco, c'est donc un des réseaux sociaux proposés par notre association Patients en Réseau qui a été lancé l'année dernière. Et aujourd'hui, en fait, on fête les 400 premières inscriptions sur ce réseau social qui est donc accessible sur Internet ou en application mobile. Son objectif, il est essentiellement de faciliter le quotidien des patientes, quel que soit le lieu de vie, quel que soit le lieu de soins, et donc de pouvoir échanger entre pairs, de retrouver de l'information, des adresses utiles comme les associations de proximité, les associations spécialisées comme Imagine, et donc de pouvoir finalement faire face à l'épreuve de la maladie ensemble et se soutenir. Et donc, voilà, je vais passer la parole maintenant à Éléonore qui va présenter Imagine. Merci Laure. Alors, Imagine, c'est la première association de patientes atteintes de cancer gynécologique quel qu'il soit, la vulve, endomètre, le col de l'utérus ou les ovaires. C'est une association de patientes qui est agréée par le ministère de la Santé et des Solidarités. Donc ça, c'est important. Ça veut dire que pour toutes les missions dans lesquelles on est engagé, que ce soit les missions de dépistage ou de prévention, on est vraiment soutenu par les instances de santé. Nous regroupons donc de nombreuses femmes sur le territoire français. On les accompagne, on les soutient, on diffuse de l'information, tout ça au travers de cafés Imagine qui ont lieu un peu partout sur le territoire. Donc en ce moment, ce sont plutôt des cafés virtuels. On a aussi une ligne qui s'appelle Imagine Écoute. On a un forum, on a un système de messagerie instantanée où elles peuvent poser leurs questions. Et puis aussi, nous sommes présents avec des stands ou des événements tout au long de l'année sur les cancers gynécologiques, les cancers de l'ovaire, le cancer du col, parce que ces cancers gynécologiques sont des cancers qui touchent beaucoup moins de femmes que le cancer du sein, mais qui touchent quand même environ 17 000 femmes. Et ces cancers sont des cancers sournois avec très peu de signes. Donc, les femmes sont trop souvent diagnostiquées de ces cancers tard et donc avec des cancers qui vont être quelquefois graves. Donc, il est vraiment important pour nous de sensibiliser aux signes précoces de ces cancers gynécologiques. L'intervention d'aujourd'hui, elle est très importante avec Sébastien Landry qui est à nos côtés depuis longtemps, parce que la sexualité, on n'en parle pas assez dans les cancers gynécologiques
et 97% des femmes qui auront un cancer gynécologique on révèle qu'elles ont des problèmes au niveau de la sexualité jusqu'à 2 ans après leur cancer. Donc, c'est toute l'importance d'une session comme aujourd'hui. Merci. Super, merci Léonore. Alors, je vous rappelle juste sur quand des liens ou des ressources sont mentionnés, nous les mettons sur le chat et donc vous avez accès au lien des ressources. Accueillons maintenant Sébastien Landry, qui est psychosexologue spécialisé en oncologie. Donc, Monsieur Landry, merci beaucoup d'être avec nous pour finir cette semaine. Vous êtes un expert de votre domaine. Vous menez de nombreuses recherches, auteur de nombreux ouvrages dont nous allons mettre les liens, bien évidemment. Vous êtes également enseignant à l'Université du Mans et de Poitiers. Et dans cette dernière, si je ne me trompe, vous êtes co-directeur du DU d'oncologie et vous intervenez beaucoup au sein d'associations comme Imagine et aussi régulièrement pour la Ligue contre le cancer. Éléonore, je te représente quand même si on te connaît d'hier et qu'aujourd'hui tu nous as fait une brillante intervention. Éléonore, donc tu es patiente expert et tu as eu un cancer gynécologique jeune, donc tu as ressenti les effets de la ménopause très précocement. Et en tant que patiente experte, tu es formée et tu co-animes très régulièrement au sein de l'hôpital un atelier intitulé « Intimité et sexualité à l'hôpital ». C'est bien ça? Bon, oui, j'ai vu ton hochement de tête. Oui. Donc, pour commencer, Monsieur Landry, lors de la première webconférence, lundi, nous avions donc une psycho-oncologue et qui a évoqué, et sur le fil, nous avons eu aussi des questions sur cette période de confinement où les gens se sont retrouvés sous traitement, souvent, en même temps avec toute la famille, les enfants, le mari, ou que le mari a télétravaillé, etc. Une charge mentale accrue parce qu'il y avait aussi le ménage, des courses, etc. Le manque d'espace, donc difficile de préserver sa sphère d'intimité quand finalement toute la famille est à la maison, H24 et pendant une longue période. Est-ce que c'est une difficulté que dont vos patientes vous ont fait part également? Et quels conseils leur avez-vous donné à ce niveau pour pouvoir préserver cette sphère d'intimité qui est si importante? Merci. Oui, bien sûr. Alors, moi, j'ai pu suivre beaucoup de mes patientes grâce à la visio. On a fait beaucoup de téléconsultations et c'est quelque chose qui ressort énormément. Déjà, le fait d'être un petit peu coupé du milieu médical, enfin des structures, c'est-à-dire dans l'ensemble. C'est-à-dire que les soins de support qui sont vraiment très, très importants, qui aident beaucoup, beaucoup de patients et de patientes, tout s'est arrêté un petit peu. Donc, en fait, c'est ces moments où on peut se libérer, on peut parler avec d'autres patientes. Ça, déjà, c'est un moment qui a été très compliqué parce qu'elles ne pouvaient plus le faire. Et après, c'est vrai que beaucoup de patientes m'ont dit, bah oui, avant, on avait quand même la journée, on était un peu plus tranquille, entre guillemets, pour prendre soin d'elles. Pour pouvoir se reposer quand elles en ont besoin, pour pouvoir faire certains soins, pour être vraiment tranquille, sans être sûr que les enfants peuvent arriver n'importe quand ou le partenaire. Et ça a été assez compliqué, ça l'est encore, je pense, actuellement, parce que tout n'est pas terminé. C'est vraiment des choses, les enfants, ce qui est assez compliqué, c'est que tout le monde aime ses enfants, c'est une certitude, mais on n'est peut-être pas fait pour les avoir constamment. Et là, le fait d'être enfermé toujours avec eux, c'est compréhensible que de temps en temps, on explose un petit peu parce que c'est difficile de les avoir, difficile de ne pas avoir de moments pour soi. Comme vous le disiez, oui, il y a les tâches ménagères. Alors en plus, comme tout le monde est à la maison, on salit beaucoup plus. Donc elles disent il y a beaucoup plus de ménage à faire. La nourriture aussi. En fait, tout a été multiplié par ce qu'il faut faire à la maison. Les tâches ménagères ont été en fait multipliées par ce confinement parce que tout le monde s'est retrouvé ensemble, renfermés dans la maison. Et les enfants, mine de rien, ça demande énormément d'attention. Ils sont bourrés d'énergie, eux, et ils pompent la nôtre. Donc, du coup, ils fatiguent énormément.
Donc moi, il y a pas mal de petits conseils que j'ai pu donner pour aider mes patientes dans ces moments-là. C'est vraiment de trouver des temps pour s'isoler déjà. Je sais que des fois, c'est difficile quand on est dans des appartements. Quand il n'y a pas d'extérieur, et que les appartements sont petits, s'isoler, c'est compliqué. Mais si on peut, ne serait-ce que d'aller s'allonger tranquillement, s'il faut mettre de la musique, pour pas être dans le brouhaha de la maison, de l'appartement, parce que les enfants jouent à côté. Des lectures aussi, ça peut aider. D'expliquer à des patientes, c'est de pouvoir se construire une petite bulle, en fait, où elles pouvaient se retrouver elles-mêmes et seules, tranquilles. Pour pouvoir, si c'est se reposer, pour pouvoir se reposer, si c'est pour des lectures, pouvoir rêvasser un petit peu, pouvoir s'occuper d'elles, et de se trouver un peu ce temps-là. C'était un des plus grands conseils que j'ai pu donner. Et puis, s'il y a un extérieur, de ne pas hésiter à sortir un petit peu de la maison, seul. Ça fait du bien un petit peu de s'isoler. Là, dans ces moments-là, c'était difficile un peu d'être seul. En fait, il y avait ce paradoxe où j'avais des patientes qui pouvaient me dire, mais je me sens seule parce que je peux plus aller faire les activités des soins de support, avoir mes rendez-vous. Nous, dans nos structures, on a beaucoup d'oncologues, par exemple, qui ont même fait des consultations par téléphone pour éviter de faire venir les patientes pour les risques liés au Covid. Donc, du coup, tout se faisait par téléphone, par visio. Donc, il y a quand même eu un suivi, ça c'est une certitude, mais un suivi qui a été différent. Donc, à la fois, il y avait ce sentiment des fois de se sentir un petit peu abandonné. Et puis, il y a tout le monde à la maison, et là, c'est un petit peu étouffé. Vous voyez, il y a ces deux idées qui se présentent et qui sont difficiles à gérer. Donc là, il a fallu, faut pas hésiter à dire, bon là, je vous aime, c'est pas la question, les enfants, le partenaire, c'est pareil, mais j'ai besoin de souffler un petit peu, j'ai besoin de me retrouver. Il faut pas hésiter à le dire, parce qu'on ne peut pas deviner et les enfants vont pas tout deviner. Ils ont besoin qu'on leur explique les choses de façon simple et claire, et les enfants comprennent très bien. Et puis, si on s'énerve un petit peu, c'est pas grave. Qui peut dire je ne me suis jamais énervé contre mes enfants? Je pense que c'est compliqué. Et on a le droit un petit peu de lâcher. Et puis voilà, si ça dispute un peu, ça se dispute un peu, c'est pas grave. Les enfants, ils vont pas nous en vouloir. Ce qu'il faut, c'est penser à soi, pouvoir savoir quels sont ses besoins, de déjà les définir, être capable de dire de quoi j'ai besoin en ce moment. C'est compliqué, je peux pas sortir, j'ose pas des fois sortir parce qu'il y en a beaucoup m'ont dit mais moi j'ai trop peur si je vois du monde dehors, d'attraper le Covid, j'ose pas. Alors oui, quand on est à la campagne, c'était assez simple de dire à des patients, n'hésitez pas, faites un petit tour, vous avez le droit de sortir 1 heure dans la journée, soufflez, allez vous balader toute seule. Alors toutes celles qui pouvaient le faire, c'était vraiment super, elles ressentaient un bien-être, ça fait une coupure dans la journée. Quand vous êtes dans des grandes villes et que y a beaucoup de monde quand même, parce qu'on l'a vu, tout le monde l'a vu à travers les médias, c'est difficile pour une grande ville d'être isolée et de ne pas rencontrer du monde. Donc il y en a qui ont eu très peur et qui ne sont pas sortis du tout, voire ou très très peu. C'est aussi difficile ça. Donc il faut vraiment trouver des occupations pour soi et pas toujours se dire comment je vais occuper les enfants, comment penser que aux enfants, que aux partenaires, toujours penser aux autres, mais jamais à soi. Non, ça c'est hyper important de savoir se dire, mais moi, de quoi j'ai besoin? Qu'est-ce que je peux faire pour me sentir quand même bien? Parce que dans cette période très très compliquée, tout le monde a eu des hauts et des bas, des journées où ça peut aller, où on se sent relativement bien, on trouve des occupations, puis il y a des journées, on ne sait pas pourquoi, et là, voilà, on se sent oppressé, ça va pas, on veut rien faire, ou on ne sait pas quoi faire pour aller bien, c'est tout à fait normal. C'est une situation qui est anxiogène quand même, on n'a pas l'habitude, on est privé de certaines libertés, c'est compliqué. Donc voilà, il faut trouver, ça c'est important, que chacune trouve et chacun trouve vraiment de quoi elle a besoin. Mais pour savoir de quoi j'ai besoin, il faut que je sois capable de me poser la question. Qu'est-ce que je veux? Et qu'est-ce que je veux moi? Pas qu'est-ce que veulent les autres? Parce que ça, c'est souvent, tout quand il y a des enfants, toujours s'occuper des enfants, toujours aller vers eux. Oui, mais on pense à eux et des fois on s'oublie. Mais dans ces périodes-là, c'est difficile parce que autant le reste du temps,
ils vont à l'école, le partenaire, il peut aller au travail, et on peut avoir ces moments-là où on se dit, je vais souffler, je vais pouvoir me reposer tranquillement. Là, on l'avait moins dans cette période-là. Donc, il faut le trouver. C'est-à-dire qu'il faut aller trouver ce temps et dire, eh bien, là, moi, j'ai besoin, je ne sais pas, hein, c'est peut-être l'après-midi, le matin, j'ai besoin d'un temps pour moi, je le prends. Voilà. Les enfants, ils peuvent un peu… Alors, je dis c'est facile, si les enfants, ils peuvent s'occuper seuls. Hein. C'est sûr que si on a des bébés, c'est plus compliqué. S'il n'y a pas de conjoint, c'est aussi compliqué, bien sûr. Hein. Là, ce que je vous donne, c'est des généralités, des conseils que j'ai pu donner, mais ça ne répondra pas à toute personne, hein, ça c'est une évidence. Mais il ne faut pas hésiter à se faire aider, à demander de l'aide. C'est surtout ça. Parce que souvent, ce n'est pas que les autres, ils n'ont pas envie, ce n'est pas que les enfants, ils ne veulent pas vous laisser tranquille. Mais si vous ne le demandez pas, ils ne sont pas obligés d'imaginer que vous avez besoin d'un moment de tranquillité. Hein. Donc, les gens, des fois, enfin les enfants, le partenaire, ils viennent, ils vous sollicitent beaucoup, alors qu'en fait, ce que vous avez envie, c'est de les mettre un tout petit peu à distance. Vous les aimez, mais allez, un petit peu, allez dehors, vous. Moi, je vais souffler un petit peu à l'intérieur. C'est hyper important. Il faut être capable de savoir ce que vous avez envie et surtout, il faut être capable de communiquer. La communication, c'est central. Dans un couple, dans une famille, vraiment, pensez-y. Moi, j'avais un commentaire. Donc, si je synthétise, vous m'arrêtez parce que je vais oublier certainement des choses. Donc, le ras-le-bol est assez normal et il ne faut absolument pas culpabiliser. Hein, c'est une évidence. C'est une évidence. Définir ses besoins, ça peut paraître une évidence, mais ça ne l'est pas forcément. Donc, vraiment définir de quoi a-t-on besoin à titre personnel, savoir se créer une bulle. Et savoir s'écouter et prendre du temps pour soi. C'est ça? Exactement. Et parce qu'en fait, il y a besoin de rituels. On fonctionne quand même beaucoup avec des rituels. Les enfants, ils fonctionnent qu'avec des rituels. Si vous allez à l'école, une journée, c'est bien ritualisé pour les enfants. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Là, ils arrivent, ils sont à la maison. Il n'y a plus ce repère parce que normalement, ils ne devraient pas être là. Donc, à vous aussi de trouver certains rituels qui peuvent échelonner un petit peu la journée et un rituel pour vous qui est, là, c'est un moment pour moi, pour prendre soin de moi. Et ça, c'est important. Parce que sinon, si on se dit, là, je gère la journée comme ça, on voit comment ça se passe, mais en fait, on se laisse déborder. Et c'est un peu comme quand on sature, quoi. On se laisse déborder au début, on tient, et puis à un moment donné, on explose. Et c'est normal d'exploser. Parce que là, on est submergé, il y a trop de choses. Donc, pensez à des petits rituels dans la journée, ça peut comme ça vous guider et vous aider à passer les journées plus facilement. Mais c'est fondamental de s'écouter. Ces besoins, il faut y penser à ça. Donc ça, ces conseils, vous avez parlé beaucoup des mamans, etc. Pour les personnes d'âge un peu plus avancé où les enfants sont plus forcément à la maison, est-ce que les conseils restent les mêmes? Est-ce qu'il y a des choses différentes quand c'est le conjoint qui nous tape sur le système? C'est pareil. Enfin, je veux dire, c'est pareil. C'est-à-dire qu'il faut être… le conjoint, souvent, en plus, il veut faire bien. C'est-à-dire qu'il se dit… peur de l'ennui, la maison, donc on va faire des choses ensemble. Mais des fois, c'est de trop parce qu'en fait, lui, la journée, habituellement, il n'est pas forcément là. Donc, il ne sait pas ce que vous faites au quotidien. Donc, lui, il se dit là, je suis là, on va faire des choses ensemble, mais des fois, en voulant faire bien, il va proposer trop de choses, ça peut fatiguer. Alors qu'en fait, vous, le fait d'être à la maison, ça vous permet de souffler un petit peu. Donc, il faut garder ça. Mais c'est-à-dire qu'en fait, pour tout le monde, et même pour les couples plus âgés ou pour les personnes qui peuvent être seules, c'est-à-dire être capable de définir ses propres besoins et de les verbaliser. Quand on est en couple, l'autre, il ne peut pas deviner. Donc, si vous ne lui dites pas ce que vous voulez, ce que vous souhaitez, ce que vous aimeriez faire ou ne pas faire, mais il ne peut pas deviner. Hein. Et dans les non-dits, il y a plein de problèmes. Dans la sexualité, c'est encore pire, les non-dits. Hein, mais dans une vie de couple, si on n'arrive pas à exprimer ce que l'on veut et qu'on ne le verbalise pas, l'autre, il ne peut pas deviner. Ou alors, des fois, il va essayer parce qu'il va vous voir, il va dire « je ne la sens pas bien en ce moment ». Au lieu de se dire « tiens, elle est fatiguée, il faut qu'elle se repose », par exemple, il va peut-être se dire « elle s'ennuie, je vais lui proposer quelque chose à faire. Hein. Allez, si on refaisait la maison ». On va profiter de ce temps, on va bricoler. Mais en fait, peut-être que vous n'avez pas envie, mais ça, il faut le dire.
Très bien, merci beaucoup. Et Léonore, je crois qu'il y avait eu pas mal de questions qui avaient été remontées également. Il y a les associations. Est-ce que tu pourrais nous en faire part, s'il te plaît? Bien sûr. Alors en fait, les patientes d'Imagine nous ont fait remonter des questions. Tout d'abord, en fait, ce qui les inquiète un peu, c'est qu'avec les opérations, les chirurgies, le corps a changé, il y a des cicatrices, et ça rend le corps difficile à dévoiler par rapport au conjoint, voilà, ou à la conjointe. Sébastien, qu'est-ce que vous pourriez nous donner comme conseil pour montrer plus facilement ce corps, ou peut-être pas le montrer, je sais pas. Alors, en fait, faut respecter ses envies à soi. C'est-à-dire que alors, dans un premier temps, pour se montrer à l'autre, il faut être capable de se regarder soi-même et de se toucher soi-même. Parce que si on n'accepte pas notre propre regard sur notre corps et de toucher notre corps, c'est compliqué de pouvoir se dévoiler à quelqu'un. Et même si ça fait peut-être, je ne sais pas, des années, voire dizaines d'années que vous vivez avec la même personne qui vous connaît par cœur, votre corps a changé. D'accord? Il faut d'abord accepter ces changements, pardon, et puis après, voir si vous, ce qui est possible de faire avec votre corps, de toucher ou pas. Et après, il faut déjà en discuter. On n'est pas obligé de se montrer à l'autre si c'est compliqué pour soi. Mais ça, il faut le dire, c'est tout. Il faut le dire. Et puis après, dans l'intimité, alors ça dépend, mais on peut avoir, il y a des moyens. Par exemple, je sais pas, moi, pour des patientes qui me disent, moi, je supporte pas montrer une partie de mon corps, ben on peut peut-être garder un petit vêtement, voilà, sans avoir un grand pyjama par exemple, mais on peut cacher certaines zones et pouvoir avoir un moment d'intimité avec son partenaire. Tout est envisageable à partir du moment où vous allez pouvoir, vous, savoir si je peux me montrer ou pas et de le dire à l'autre. Et quand ça c'est fait, si votre partenaire respecte, vous allez voir que ça sera plus facile. Je ne vais pas dire ça règle pas tout, mais ça sera plus simple pour avancer ensemble. D'accord. Alors, on a aussi des questions sur la sexualité, en fait, hein, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Alors, beaucoup de patientes sont touchées quand elles sont jeunes, et donc elles sont ménopausées chimiquement par les traitements ou par les opérations. Et elles disent se sentir vieilles, avoir pris un coup de vieux, et elles ont peur que cela se répercute sur la vie sexuelle, en fait. Qu'est-ce qu'on pourrait leur dire à toutes ces femmes qui se sentent plus vieilles et moins jeunes pour leur vie sexuelle? Alors c'est vrai que les traitements ont de grosses répercussions sur la sexualité, la ménopause induite, c'est compliqué parce que oui, les pulsions sexuelles, d'accord, la libido elle est psychique, on est d'accord, mais quand même, les pulsions, les hormones sexuelles, ça booste la sexualité, ça booste les pulsions, hein, ça donne envie d'aller vers la sexualité, la libido est augmentée. Quand il y a cette ménopause induite qui apparaît, le côté hormonal, ça chute. Donc là, le désir sexuel a tendance vraiment à chuter. Il y a beaucoup de solutions, mais là, on va se mettre à travailler le côté plus psychique de la sexualité et de la libido. C'est-à-dire que moi, j'ai des conseils tout simples, qui fonctionnent relativement bien, mais c'est par exemple les lectures de livres érotiques. Parce qu'il faut reconstruire un imaginaire érotique, il faut reconstruire une fantasmatique. Si j'ai envie de sexualité, c'est parce que j'ai des fantasmes. Si j'ai plus de fantasmes, j'ai plus envie de sexualité. Après, le corps, il change également avec cette ménopause. Il peut aussi y avoir des sécheresses vaginales. En fait, il y a beaucoup de répercussions sur le corps, sur la fonction sexuelle. Heureusement, il existe beaucoup de solutions. Dans un premier temps, il faut pas hésiter à en parler. Voilà. En fait, c'est normal. C'est bizarre quand je dis ça, mais c'est normal qu'il y ait des répercussions sexuelles lorsqu'il y a un cancer, et un cancer de l'ovaire encore plus, avec les traitements qui y sont associés. Mais c'est vrai qu'on en parle très peu, ça c'est dommage, hein, on ne prévient pas assez, le corps médical n'en parle pas souvent, mais il ne faut pas hésiter à poser la question parce qu'on le sait très bien qu'il y a des problématiques sexuelles, on ne peut pas dire « ah bon, on découvre », non, c'est très très fréquent. D'accord. D'accord. On parle souvent de normes de la sexualité. Quand dans les enquêtes françaises, on dit qu'il faut faire l'amour tant de fois par semaine. Et on a tendance à se mettre la pression, nous les femmes. Au bout de combien de temps, en fait, après une chirurgie, une femme peut-elle reprendre, si elle le souhaite, une sexualité de quelle forme qu'elle soit? Et ben en fait, tout de suite,
Pourquoi tout de suite? Parce qu'en fait, c'est ça le problème, c'est que c'est les stéréotypes de la sexualité. C'est-à-dire que pour nous, la sexualité, c'est la pénétration. Et on est bloqué sur ça, hein. Si je demande à n'importe qui à quel âge vous avez eu votre premier rapport sexuel, tout le monde pensera à la pénétration. Donné, reçu, peu importe. Mais c'est ça qui codifie notre sexualité. Pas du tout. Bien sûr que quand il y a une chirurgie, attention, il y a des temps de cicatrisation à respecter. Quand il y a une chirurgie au niveau génital, on va souvent être entre 6 et 8 semaines sans aucune pénétration. Mais ça n'empêche pas les baisers, les caresses, le plaisir des deux corps qui vont se toucher, les orgasmes aussi, parce qu'on peut se procurer beaucoup de plaisir sans pénétration. Et souvent même, on peut s'en donner vraiment beaucoup plus sans. Mais ça, il faut accepter d'ouvrir ce champ de la sexualité et pas rester dans ce que vous dites là, parce que c'est normal, c'est stéréotype et cette performance. C'est-à-dire que là, vous parlez d'une angoisse de performance, c'est-à-dire, on a l'impression qu'un couple va bien quand il fait l'amour. Mais c'est pas vrai. C'est pas parce qu'on a beaucoup de rapports sexuels que le couple va bien, et c'est pas parce qu'on n'a pas du tout de rapports sexuels que le couple va mal. Mais et il y a ça qui véhicule, c'est que si je fais souvent l'amour, c'est que ça va bien dans mon couple, hein. Non, ça c'est totalement faux. Il faut respecter ses besoins, les besoins de l'autre, hein, et encore je mets le mot besoin, sachant que la sexualité n'est pas un besoin vital, mais il y a des envies qui sont là, mais il faut mettre des mots sur ça et il faut ouvrir en fait les champs de la sexualité. C'est-à-dire si dans un premier temps, avec certains traitements et surtout des chirurgies, on ne peut pas avoir un rapport sexuel avec pénétration, eh bien peut-être qu'on peut juste passer des moments de tendresse, de caresse, de massage, un moment d'intimité et qui peut amener jusqu'au plaisir, voire jusqu'à l'orgasme. La masturbation, c'est un très bon... la masturbation, on a souvent l'impression que c'est quand on peut le faire quand on est seul. Voilà, quand on est seul, célibataire, c'est pas mal. Quand on est jeune, là, c'est autorisé. Mais pas du tout. Dans le couple, c'est une forme de sexualité. Hein, et une forme de sexualité qui peut amener beaucoup de plaisir. Donc, il faut pas hésiter avec ça. Il faut pas être focalisé sur la pénétration. Moi, je peux vous dire dans mes consultations, quand des fois je dis quand il y a des femmes qui ont des douleurs et quand je dis, si on arrêtait la pénétration et que le partenaire dit OK, on voit sur la chaise, tout le monde se relâche. Enfin, on sent la pression qui était autour de ça. C'est pas la sexualité le problème, c'est la pénétration. Alors, on a aussi des questions. Ah pardon, excusez-moi. Merci beaucoup. Et alors, il y a une question. Vous avez parlé justement de la baisse de la libido et que les livres érotiques pouvaient permettre une stimulation de la libido. Est-ce que vous avez des recommandations de livres érotiques? Non, j'en ai pas. Parce qu'en fait, si vous voulez, la fantasmatique, elle appartient à chacun. Et là où moi, je vais vous donner des conseils, vous allez vous dire, dis donc, c'est bien. Imaginons si je vous dis, tiens, là, prenons un livre qui a fait fureur. Les 50 nuances de Grey, c'était partout. Mais il y en a qui vont lire ça et qui vont dire, oh là 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 là, moi, ça me plaît pas du tout. La fantasmatique, l'imaginaire, ça appartient à chacun. Moi, j'ai des conseils à vous donner. Vous allez soit vous allez dans des rayons de librairie, toujours un rayon érotique, hein. Souvent, ils ne sont pas mis en grand, mais il y a des rayons de livres érotiques. Si ça ne vous dérange pas, vous y allez, vous lisez le 4e de couverture. Il faut que le style d'écriture vous plaise, il faut que l'histoire vous plaise. Si l'histoire vous plaît, votre tête va accrocher et elle va faire les images. Et ça va redonner un imaginaire érotique et les fantasmes vont revenir. Vous regardez sinon sur Internet les livres. Généralement, chez les éditeurs, vous pouvez avoir quelques pages du livre. Vous lisez, si vous accrochez, achetez-le. Et normalement, votre tête fera le reste. Après, il y a vos fantasmes à vous aussi. C'est-à-dire que vous aviez des fantasmes avant. Peut-être plus maintenant à cause des traitements, mais avant, vous en aviez. Allez les rechercher. Qu'est-ce qui vous plaisait? Ou un souvenir, quelque chose qui a été très, très excitant. Allez le rechercher. Faites cet effort et laissez votre tête travailler. Au bout d'un moment, vous allez voir, les fantasmes vont revenir tout seuls. La nuit, il y aura quelques rêves érotiques et tranquillement, ça va remonter. Mais ça demande un effort au début. Moi, je dis toujours, on ne se force pas à avoir des rapports sexuels. Jamais. Parce que les rapports sexuels, c'est pour soi, aussi pour l'autre. On est d'accord. Pour les deux, pour le couple. Mais d'abord pour soi. Et se forcer, ça amène à rien. Vraiment à rien, à part un arrêt de la sexualité, parce qu'il y aura des blocages qui vont s'installer. Par contre, se forcer à travailler sa libido, ça, on peut le faire. C'est-à-dire, je vais acheter des livres, je vais lire, je vais chercher à stimuler, à me rappeler de mes fantasmes. Si j'aimais la masturbation, pourquoi pas réessayer? En fait, essayez les choses, voyez ce qui fonctionne avec vous, et si ça marche, on continue. Si ça marche pas, on arrête.
D'accord? Et il y a plein de pistes comme ça. Sébastien, j'aimerais rassembler quelques questions qui sont sur le fil parce que pour le coup, ce sujet vraiment, je dirais, révèle un besoin de réponse sur de nombreux sujets. Donc, on a bien compris qu'il fallait repartir, je dirais, dans les fantasmes, dans une pensée psychique de la relation et du désir, etc. Qu'effectivement, la ménopause induite ou chirurgicale avait un impact sur le désir. Il y a beaucoup de questions aussi qui remontent sur la réalité des chirurgies, je dirais, locales, concrètement au niveau gynécologique, avec une appréhension qui peut être l'appréhension du partenaire de se réapprocher du corps qui a souffert de sa compagne, et puis pour la femme elle-même, l'appréhension de cette zone qui a été très douloureuse et la peur un petit peu. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire sur cette peur et la réalité de ces douleurs concrètement? Alors bien sûr, il y a des dyspareunies, c'est-à-dire des douleurs à la pénétration, parce qu'elles peuvent être induites à la fois par des chirurgies et à la fois par des traitements qui amènent un assèchement du vagin, un rétrécissement des fois du vagin, une perte de souplesse. Bon, faut savoir par contre, quand il y a une chirurgie et que des parties d'organes ou des organes sont retirés, je pense par exemple quand l'utérus est retiré, le corps n'aime pas le vide, hein, il va combler. Donc, faut pas qu'il y ait d'appréhension de se dire mais ça peut se déchirer et tout. Non, non, pas du tout. Une fois qu'on a respecté le délai de cicatrisation, non. Par contre, même quand on retire les ovaires, comme le vagin aime beaucoup, se nourrit beaucoup d'hormones sexuelles, notamment les oestrogènes, qui permet une grande lubrification, c'est vrai qu'il a tendance à s'assécher, à raccourcir et à perdre de sa souplesse. Attention dans les rapports sexuels, sans utiliser des lubrifiants, souvent à base d'huile, c'est quand même mieux que ce qu'on trouve dans le commerce, hein, ou acheter plutôt en parapharmacie. Et puis, faut y aller en douceur, mais il faut y aller tranquillement. C'est-à-dire, faut vraiment pas... Parce qu'il y a l'appréhension aussi. La première fois qu'il y aura une pénétration, faut pas y aller d'un coup, quoi. Faut y aller tout en douceur. Ça peut être un tout petit peu, ça peut être avec les doigts, ça peut être avec ou un sextoy si vous en avez un. Faut y aller tranquillement. Il faut savoir qu'on prescrit aussi des dilatateurs vaginaux qui peuvent aider quand il y a vraiment ce rétrécissement du vagin et qu'il y a cette appréhension. Bien sûr que physiquement il y a une vraie altération, hein, on est d'accord. C'est pas dans la tête, hein, attention. Mais par contre, le côté psychologique peut accentuer ça. C'est-à-dire que si on dit, bah oui, il y a un petit peu votre vagin, il s'est un peu raccourci, il a perdu de sa souplesse. Et là, vous dites, oh là là, j'ai très très peur, ça va me faire mal sûrement. Vous allez vous contracter. Et bien sûr que ça va pas aider. Donc, il faut vraiment être relâché. Donc, c'est-à-dire, vaut mieux tester tranquillement soi-même, si on a envie seul, ou alors avec son partenaire, tout en le guidant, mais c'est vous qui contrôlez. C'est-à-dire d'y aller en douceur. S'il y a une douleur qui apparaît, il faut arrêter. N'arrêtez jamais votre rapport sexuel. C'est-à-dire qu'une douleur à une pénétration, ça s'arrête. On ne continue pas à avoir mal. Par contre, le rapport sexuel, il ne doit pas s'arrêter. Il y a des moyens de se donner beaucoup de plaisir sans pénétration. Continuez. Comme ça, il n'y a pas de réelle frustration. Il y a beaucoup d'hommes qui aiment vraiment, vraiment, vraiment la pénétration et qui vont dire « moi, il n'y a que ça ». C'est pas vrai, il n'y a pas que ça. C'est important, mais il n'y a pas que ça. C'est-à-dire qu'il y a un moment de partage. Si on continue son rapport sexuel et que les deux personnes arrivent à la jouissance, hein, c'est ce qu'on cherche quand même, et ben il y aura moins de frustration et puis il y aura on va se patienter. C'est sûr que si à chaque fois qu'il y a début de pénétration, ça, non, ça me fait trop mal, on arrête tout, oui. Au bout d'un moment, il va y avoir de la tension dans le couple. Hein, l'homme va commencer va un petit peu en avoir marre parce qu'il va se dire, on essaye, ça va jamais au bout, il n'y a jamais rien, etc. On interrompt. Mais bien sûr qu'il y a des douleurs hein, et elles sont réelles. Il faut le travailler ça. Donc il y a beaucoup de solutions. N'hésitez pas à en parler, les gynécologues ils sont là pour vous aider, hein. Les sexologues aussi bien sûr. Il y a des solutions, vous n'allez pas deviner, mais il y a beaucoup de solutions. Alors, moi j'ai une question que j'ai vue d'une jeune femme qui, elle, est célibataire et qui dit à quel moment on parlait à la personne qu'on rencontre. Voilà, est-ce qu'il y a un moment, alors lorsqu'on rencontre quelqu'un, raconter, expliquer à quel moment, de quelle manière? Ça, alors, expliquer le problème lié à la sexualité ou expliquer qu'on a un cancer. Parce que souvent, j'ai des personnes qui me disent à quel moment je dois lui dire que j'ai un cancer ou que j'ai eu un cancer. Ça ne vous définit pas. Il n'y a pas une étiquette à mettre j'ai eu un cancer ou j'ai un cancer, pas du tout.
D'ailleurs, que quand on est dans une rencontre, il y a beaucoup d'étapes avant qui est vraiment à dévoiler son corps à l'autre. Prenez votre temps, parce qu'il y en a plein qui me disent oui, beaucoup de patientes qui me disent mais je vais être rejetée, mais il faut que je lui dise tout de suite. Non, pas du tout. Et puis si la personne, elle vous rejette pour ça, je ne sais pas si c'est une personne avec qui vous aviez envie de rester ou de construire quelque chose. Donc c'est peut-être bien qu'elle soit partie. Mais il faut être capable d'abord de créer du lien, de créer un lien de confiance avec un homme ou une femme, et après de lui dire, bien sûr qu'avant la sexualité, il faut aborder ça s'il y a des problèmes vraiment liés, si on reste à cette pénétration et la peur au niveau de la pénétration pour les douleurs qu'elle va engendrer, bien sûr qu'il faut en parler avant le premier rapport sexuel. N'y allez pas comme ça, parce que lui, ne le sachant pas, et sans le faire exprès, il pourrait vous faire mal. L'objectif, il n'est pas là. Mais il faut quand même qu'il y ait une relation qui se soit établie entre vous. On n'aborde pas comme ça son intimité tout de suite à une personne qu'on vient de rencontrer. Sinon, sur les réseaux, vous mettez directement cancer, problème, douleur à la pénétration, ça intéresse qui? C'est pas ça la vie. C'est quand même pas ça la vie. On va pas. Non, il faut d'abord créer quelque chose, c'est hyper important. Et quand vous aurez confiance en quelqu'un, là, vous pouvez aborder l'intimité. Merci. Et Léonore a une question. Et deux commentaires à faire. Sébastien, vous y répondrez à la suite. Premier commentaire. Vous dites qu'il faut en parler aux médecins, aux gynécologues, aux oncologues. Les hôpitaux commencent à s'ouvrir à ce type de sujet dans les soins de support. Maintenant, il y a des consultations, il y a des ateliers d'éducation thérapeutique. Mais est-ce qu'il ne faut pas déjà, premièrement, dire aux femmes qui sont en traitement que c'est important d'agir sur ces dysfonctionnements qui sont dus au traitement, donc c'est-à-dire pour éviter, par exemple, une atrophie du vagin, dans les 6 premiers mois qui suivent les traitements, c'est peut-être important d'en parler, de voir ce qu'on peut apporter comme solution. C'est quand on agit vite, peut-être, qu'on va mieux prendre en charge. Et deuxième remarque, là, on parle beaucoup des femmes jeunes, mais il y a aussi des femmes moins jeunes qui sont plus mûres, peut-être après 60 ans ou plus, qui ont aussi le droit à une sexualité. Donc, il faut aussi qu'on parle de ces femmes-là. Je crois que vous avez écrit un livre qui s'appelle « La sexualité ne part pas en retraite ». Donc, voilà, donc 2 petits commentaires là-dessus. En fait, je vous rejoins complètement, mais c'est le côté soignant là qui peut un problème. C'est-à-dire que quand vous allez voir votre oncologue, il vous dit tout. Il vous dit les effets secondaires auxquels il faut s'attendre. Par contre, ils abordent jamais, je dis jamais, rarement, je ne vais pas dire jamais, parce qu'il y en a qui le font, mais ils n'abordent pas la sexualité. Et ça, c'est quelque chose que je leur reproche. Pendant les soins, il faudrait l'aborder tout de suite. C'est-à-dire simplement de dire les traitements qu'on va vous donner, peut-être, où il y a de fortes chances, où c'est sûr, parce qu'il y a des fois on le sait que c'est sûr, il va y avoir un problème sur votre sphère intime, sur la sphère génitale. Dès que vous apercevez d'un changement ou d'une difficulté, il faut nous en parler. Plus vite on intervient, plus vite on arrive à trouver des solutions. Je ne dis pas qu'on n'en trouve pas quand ça fait 10 ans. Moi, j'ai des personnes qui viennent me voir plus de 10 ans après. On y arrive. Mais quand ça fait 10 ans que la sexualité, c'est un calvaire, que vous vous dites qu'il y a des douleurs à chaque fois, que ça prendra plus de temps. Si on agit tout de suite, il n'y aura pas les angoisses, parce qu'il y a le côté psychique qui va jouer après. Et toutes ces questions, il faut que j'y arrive, il faut que je le fasse, il faut que je sois à la hauteur. C'est normal que mon mari ait besoin de sexualité, il faut que je sois là pour répondre à ses besoins, etc. Vous vous mettez une pression de folie qu'il faut éviter. Donc, il ne faut pas hésiter à en parler tout de suite. Si le mieux, c'est d'en parler dans son couple. Honnêtement, le premier à qui il faudrait en parler, si possible, c'est le partenaire. Si on n'y arrive pas, dirigez-vous vers un soignant en qui vous avez confiance. Ça peut être votre médecin généraliste aussi, vous pouvez lui en parler, il va pouvoir vous guider. Ça peut être les infirmiers ou infirmières qui vont vous faire une chimiothérapie, ça peut être un moment, les manip radio aussi, quand il y a des consultes avant. Trouvez quelqu'un à qui vous avez un peu confiance. L'oncologue, je dis pas qu'on n'a pas confiance en son oncologue, mais des fois on se dit on n'a pas beaucoup de temps parce que ils sont débordés, et puis on se dit lui il est là pour traiter le cancer, donc on n'ose pas. Mais il y a d'autres professionnels. Les psychologues, ils sont là pour ça, ils vont entendre cette difficulté que vous avez. Et quand même, si vous parlez à un professionnel en qui vous avez confiance, je le vois mal vous dire on s'en fout. Je vois mal un professionnel vous dire de santé, dire on s'en moque ça. Oh, c'est pas grave. Mais même s'il ne sait pas, il va
essayez de se renseigner et peut-être vous rediriger vers quelqu'un qui sera dans ce domaine-là un peu plus compétent. Et c'est normal, chacun son domaine. Donc, n'hésitez pas à en parler assez vite. Moi, j'ai des femmes qui me disent, ou des hommes, hein, des fois, mais pas mal de femmes qui disent, oh là là, moi, je ne voulais pas en parler au début de mes traitements parce que, vous vous rendez compte, j'étais soigné pour un cancer, c'est quand même une maladie grave, je ne voulais pas passer pour quelqu'un d'obsédé. Mais c'est pas être obsédé, penser à son bien-être. La sexualité fait partie de la vie. On vous dit tout le temps, hein, essayez de sortir, faites une activité physique, voyez du monde, prenez soin de vous. Ben, votre sexualité, c'est aussi important. Donc, n'hésitez pas à en parler et si possible, le plus tôt possible. Ça évite que les problèmes s'accumulent, mais il est jamais trop tard. Donc, quand vous en avez envie, quand vous en éprouvez le besoin, allez-y. Parfait. Éléonore, Laure? Oui, la question concernant les... Ça me semblait important de revenir sur le droit à la sexualité aussi des femmes qui étaient peut-être plus mûres. Ah oui, pardon, je suis parti. Bien sûr, il n'y a pas d'âge pour la sexualité, c'est atroce de dire. Il n'y a pas une date de péremption sur votre sexualité. Enfin, c'est écrit nulle part, hein, il me semble. Hein, il n'y a pas quelque chose qui dit non, non, c'est bon, ça s'arrête. Hein, en fait, il n'y a pas d'âge pour le désir sexuel et le plaisir sexuel. La sexualité, elle évolue tout le temps. C'est-à-dire même une personne en bonne santé, elle n'a pas la même sexualité à 20, 30, 40, 70 ans. C'est pas vrai. Donc, même si là, il y a la maladie qui est venue mettre le bazar dans toute votre vie et dans votre sexualité, eh ben, il ne faut pas vous dire « ouais, mais en même temps, j'ai passé l'âge, c'est derrière moi ». Si vous avez envie, oui, la sexualité n'est pas obligatoire. Mais si vous avez envie de profiter de ce plaisir qu'est la sexualité, eh bien, allez-y. Ça change, de toute façon, ça change la sexualité avec l'âge. Adaptez-vous. Les couples qui s'en sortent le mieux, entre guillemets, c'est pas exactement ce que je veux dire, parce que c'est les gens qui sont capables de s'adapter, c'est-à-dire qui sont capables de rebondir, qui ne sont pas bloqués dans des stéréotypes, hein, par exemple sur la sexualité, voilà, c'est tant de rapports par semaine, de cette façon, etc. Ceux qui vont se dire, bon, on faisait ça avant, c'était très bien, c'est vrai. Peut-être qu'on va pouvoir trouver quelque chose de différent, mais de plaisant. Et si on a cette ouverture-là, on peut arriver. Alors, c'est facile quand je le dis, hein, c'est plus dur à mettre en place, on est d'accord. Mais si on a cette idée de se dire, bah, c'est vrai, tout a changé dans ma vie, mon corps, il a changé, moi, j'ai changé. Là, la maladie fait que je change, bah, pourquoi ma sexualité devrait être identique? Elle aussi, elle va changer. Si vous acceptez qu'elle change, vous pouvez avoir de belles années devant vous. Et peu importe l'âge que vous avez, on peut aller toute sa vie, on peut prendre du plaisir sexuel. Et même, je le conseille. Éléonore, Laure, je crois. On a quand même l'impression, et c'est souligné par Anne-Marie là sur le fil, que la sexualité, j'allais dire, avec un cancer gynéco, quel qu'il c'est encore presque plus tabou que pour les autres cancers, comme le cancer du sein, où il y a eu peut-être plus de choses de faites. Du coup, est-ce que tu peux donner quelques conseils sur, on a vu donc à quel moment c'est en préoccuper, même s'il n'y a pas vraiment de règles, vers quel soignant se tourner peut-être pour les premières questions, si son médecin n'est pas forcément à l'aise ou nous répond pas complètement. Voilà, quelques conseils pratiques. Et aussi cette idée dans le temps, si voilà, il y a des recommandations particulières. C'est vrai. Alors oui, je dis que c'est vrai qu'il y a des professionnels qui sont pas informés sur le sujet. Ils savent qu'il y a peut-être des répercussions, etc., mais ils connaissent pas les solutions. Il y en a plein. Je peux vous assurer, pour un homme, les solutions, on les connaît. Hein. La dysfonction érectile, ça fait des années qu'on la règle, hein, parce que c'est important qu'un homme ait son érection. Ça, c'est pas tabou. Ça, on y va. Pour la femme, c'est vrai qu'il y a beaucoup de solutions et il y a des professionnels qui ne les connaissent pas. S'il y a bien un professionnel qui doit être capable de vous aiguiller quand les problèmes sont liés à des troubles au niveau du vagin, des ovaires, de l'utérus, c'est le gynécologue. Si votre gynécologue vous dit « bah non, moi il n'y a rien, je ne connais rien », voilà, c'est un problème. D'accord, c'est vraiment un problème. C'est soit il a des problèmes, lui, avec la sexualité, il ne veut pas en parler, allez voir un autre gynécologue, mais il y a des solutions. Les sexologues, bien sûr, tous les sexologues sont formés à toutes les solutions qui peuvent exister, hein, que ce soit en cancérologie ou pas, parce que je veux dire, les sécheresses vaginales ne touchent pas qu'une femme
qui a eu un cancer de l'ovaire ou n'importe quel cancer. Les douleurs à la pénétration, pareil, on a des solutions. Pour toutes les femmes, pour beaucoup de femmes ménopausées, la pénétration peut être un problème. Donc, on a des solutions. Les hydratants vaginaux, moi, je vous conseille, c'est la première chose. Ça peut ne pas fonctionner parce que pas assez fort. Après, on a bien sûr des traitements médicamenteux. On a des ovules avec certaines hormones qui vont pouvoir redonner une souplesse au vagin, une lubrification. On a l'acide hyaluronique sous forme d'injection. On a le laser maintenant qui existe. Alors, tout n'est pas possible pour la même personne, on est d'accord. Mais en fait, on a un panel devant nous de solutions qui s'ouvrent à nous. On peut trouver quelque chose. Les dilatateurs vaginaux, moi, je les recommande quand vraiment on sent qu'il y a une perte de souplesse du vagin et qu'on a peur que ça se rétrécisse vraiment et que, par exemple, on n'a pas de sexualité avec pénétration, parce que soit on n'a pas envie, puisqu'on en a peur, ou alors on est seul. Les dilatateurs, ça peut bien fonctionner. C'est-à-dire, ça va permettre d'entretenir un petit peu, parce que le vagin, c'est vrai que plus il y a plus il y a des rapports sexuels avec pénétration, plus on conserve une souplesse au niveau du vagin et une lubrification qui est plus importante. Mais au moins les gynécologues, qu'il y ait des oncologues qui ne savent pas trop, des infirmières qui ne savent pas, ok, bon, mais quand même, les gynécologues, si, allez les voir, c'est important. Et une question peut-être pour Éléonore et toi, Sébastien. Il y a peut-être des de propositions d'accompagnement, ateliers donc d'éducation thérapeutique ou rencontres dans les établissements. Est-ce que vous avez vous connaissance d'exemples de ce type de propositions? Comment est-ce qu'on fait pour les connaître? Où est-ce qu'on peut les retrouver? Voilà, est-ce que si les patientes qui nous écoutent aujourd'hui sont intéressées pour en savoir plus et peut-être participer à ce genre d'atelier, est-ce que vous pourriez nous partager vos expériences respectives? Alors, je vais peut-être répondre. Alors, déjà de questionner le centre d'oncologie, le centre spécialisé, si vous êtes suivi dans un centre spécialisé. Moi, j'interviens régulièrement à l'Institut Curie à Paris, mais les centres ont tendance à intégrer dans leur programme et ateliers d'éducation thérapeutique les patientes qui sont suivies par le centre. Donc déjà, c'est de vous rapprocher de votre centre de cancérologie, savoir s'ils ont ouvert ce type d'atelier, peut-être aussi questionner la Ligue contre le cancer de votre département qui pourra vous renseigner à ce sujet. Je voulais aussi, moi, j'en profite, poser une question à Sébastien. On a des patientes qui ont eu des cancers du vagin, à qui on a supprimé le vagin, donc une sexualité qui est amputée de cette partie du corps. Comment est-ce qu'on peut redévelopper une sexualité sans vagin? Eh bien, comme je disais tout à l'heure, il faut que le couple soit ouvert à se dire que la pénétration, c'était une partie de la sexualité, mais ça ne l'englobait pas. Si on croit on croit ou on pense ou intimement on est persuadé, on se dit il n'y a pas de sexualité sans pénétration, ça va être compliqué, vraiment compliqué. Il va falloir faire un travail sur cet aspect-là. Si on se dit la pénétration, c'est un moment du rapport sexuel comme n'importe quel autre moment, eh bien, on va s'en passer, parce que de toute façon, ça va être très compliqué là. Ça va être impossible, de toute façon, la pénétration vaginale sera impossible. Donc, ça va être, soit on avait de toute façon une sexualité déjà très ouverte et la pénétration n'était pas systématique. Donc, on a des gens qui rebondissent plus facilement. Les couples qui sont orientés vraiment et que ça faisait vraiment ce parti-là, il y aura un deuil à faire. Vraiment un deuil sur cette pratique sexuelle. Et peut-être de les aiguiller, parce que des fois, il y a des personnes qui ne pensent pas en fait à tout ce qui est le champ de la sexualité, et d'ouvrir en fait, de leur montrer tout ce qu'il est possible de faire, ce qui est différent et ce qui est important. Le premier organe sexuel, c'est le cerveau. On n'a pas un orgasme. Alors oui, on a du plaisir au niveau génital, c'est une certitude. L'orgasme, il est déclenché par le cerveau. Donc on peut avoir des orgasmes de toutes les parties du corps. Ça s'apprend. Mais ça, il faut l'accepter déjà dans un premier temps. Et après, essayer des choses. Il faut découvrir. On apprend. C'est comme tout apprentissage, on y va à tâtons. Il faut tester des choses. J'aime pas, je fais pas. J'aime, on continue. Et on creuse par là pour voir si c'est intéressant. Ça paraît simple quand je le dis. Bien sûr que le cheminement, il est compliqué. C'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à être accompagné.
Parce que des fois, tout seul ou même dans le couple, on a du mal parce qu'il y a la souffrance qui est là, donc on ne voit pas tout. Et d'être accompagné, ça permet d'avoir une vision un peu extérieure. Le professionnel peut vous dire, mais vous n'avez peut-être pas pensé à ça, il y a d'autres choses importantes, etc. Bon, ça permet d'ouvrir un petit peu les champs. Et oui, rapprochez-vous quand même des centres et les associations, honnêtement, les associations. Contactez les assos parce que les centres, des fois, n'ont même pas les moyens de proposer. Il y a des centres qui font de l'éducation thérapeutique. Moi, je suis dans un centre qui faisait, là pour l'instant ça a été suspendu, où on faisait un atelier d'éducation thérapeutique sur la sexualité, mais ça, on peut pas voir tous les patients, c'est impossible. Les associations s'ouvrent énormément sur tout ce qui est soins de support, et la sexualité en fait de plus en plus partie, donc n'hésitez pas à aller les voir et de demander des conseils. On a un très bon conseil sur le fil, pardon, excusez-moi. Oui, on allait parler de la même chose là. Oui, vas-y. En fait, un bon relais pourrait peut-être être un kiné spécialiste du périnée. On a une patiente qui vient de nous écrire ça, Stéphanie, qui dit qu'en fait, elle avait un peu peur d'utiliser les dilatateurs qui étaient prescrits par son... Et que il y a des kinésithérapeutes qui peuvent aider la patiente à pratiquer en fait, la manipulation du dilatateur. Bien sûr, ainsi que les sages-femmes. On n'y pense pas souvent, mais les sages-femmes, c'est leur spécialité quand même. Elles ont étudié beaucoup sur cette partie-là du corps, donc elles connaissent énormément et elles aident beaucoup dans la rééducation. Le périnée est super important. Il est très abîmé à la fois dans les chirurgies et par les autres traitements. Que ce soit de la radiothérapie, il peut être altéré, de la chimiothérapie, il peut vraiment être altéré. Le périnée, il est important dans la sexualité, il est important dans la continence et dans la sexualité. Donc, il faut jamais négliger son périnée. Moi, les rééducations du périnée, je les recommande vraiment, même après les traitements. Et sans même parler mot rééducation des fois qui fait peur, mais de travailler spécifiquement cette zone avec des exercices que vous pouvez faire chez vous, quand vous arrivez à contracter. Mais il faut pas laisser. Moi, j'ai trop de patientes qui me disent « Ouais, j'ai des incontinences urinaires, mais c'est normal. » Non. Alors, c'est normal, oui, par rapport à ce que vous avez vécu, mais non, on va régler le problème. Et il faut savoir que dans la sexualité, le périnée joue énormément. Donc, il y a des femmes qui me disent des fois c'est des périnées trop tendus qui empêchent la pénétration, qui la rend douloureuse. Et des fois, c'est un périnée complètement dystonique qui va empêcher d'éprouver vraiment du plaisir lors de la pénétration ou une difficulté à atteindre l'orgasme également, parce que quand même, je disais que c'est dans la tête, on est d'accord, c'est le cerveau, mais le corps, il aide. Donc, ça va ensemble. Alors, une petite dernière question sur ce fameux périnée. Est-ce que, en dehors des exercices particuliers à faire avec une sage-femme ou un kiné, est-ce qu'il y a des activités physiques ou certains sports qui sont, intéressants et privilégiés pour les patientes, surtout après les traitements les plus lourds? Tous les exercices qui vont travailler la musculature profonde. C'est-à-dire, vous avez le yoga, j'en cite que quelques-unes, mais il y en a plein. Yoga, le pilate, par exemple, tous les exercices, alors je perds un peu les noms de ces activités-là, mais en fait, si vous voulez, tous les exercices où on va travailler des fois des postures à maintenir, où on va venir travailler en fait tout ce qu'on appelle, nous, la musculature profonde, c'est-à-dire tout ce qui va être à l'intérieur du corps, qui va maintenir en fait le corps, ça va aider. Et des exercices tout simples, bon, le conseil que je donne là, quand il n'y a pas qu'il y ait trop de sages-femmes qui m'écoutent ou de médecins, parce qu'ils ne vont pas être contents, mais en fait, il y a le stop pipi. Faut pas le faire à chaque fois, c'est pas bon du tout. Ça, c'est pas bon du tout à faire. Mais si vous savez pas où est votre périnée, vous allez aux toilettes, vous urinez, vous essayez de retenir le jet d'urine. Si vous y arrivez, c'est votre périnée qui travaille. Donc, enregistrez, dites-vous, ah oui, d'accord, c'est ça que j'ai contracté, c'est là que j'ai serré. Et en dehors des mictions, je fais des exercices, simplement, je serre, je relâche. Je serre, je relâche. Plusieurs fois par jour. C'est comme ça que vous allez travailler. Ce sont des muscles, le périnée. Et puis, voilà. Donc ça, déjà, c'est vraiment très, très bien à faire. Donc, mais pas pendant que vous urinez à chaque fois, c'est pas bon. C'est pas bon de couper. Mais une fois de temps en temps, juste pour savoir où il est, si on oublie, et ben, au moins apprendre à la visualiser et puis on peut le travailler. Donc ça, c'est des exercices qui sont faciles à faire. Des exercices de gainage aussi, les planches, des choses comme ça, où on va serrer à l'intérieur. Et ben là, on travaille son périnée. Et ça va être important. Par contre, pour le rapport sexuel, dans les douleurs à la pénétration, ça peut être des problèmes au niveau des tendons du périnée le périnée un petit peu, des fois il peut se contracter parce qu'il est trop abîmé et il a peur de se déchirer, de s'abîmer, donc il se contracte
Et là, ça rend la pénétration difficile. Donc là, il y a des massages plutôt à faire pour essayer de détendre le périnée. Hein. Et après, quand la pénétration, elle est moins douloureuse. Hein. Ou des fois, plus du tout. Parce que des fois, la douleur, elle provient que de ça. Mais le périnée est super important. N'hésitez pas, après les traitements ou même pendant les traitements, à consulter soit une sage-femme, un kiné spécialiste sur le périnée, qui travaille bien le périnée. Allez-y. C'est important. Bien, merci beaucoup. On va devoir clore cette webconférence. Donc, est-ce que vous auriez encore une ou deux questions, Éléonore ou Laure, à prendre que vous souhaiteriez poser, s'il vous plaît? Alors, une petite question, Sébastien. Est-ce que déjà, on peut venir en consultation auprès de vous? Et deuxièmement, si on n'est pas basé dans votre partie de la France, est-ce qu'on peut avoir des consultations en visio? Voilà. Bien sûr, il n'y a pas de souci. Si vous n'êtes pas loin, que vous avez envie de venir, venez me voir, il n'y a pas de problème. Hein, contactez-moi, il n'y a aucun souci. Et sinon, oui, par des visios et puis passer par les associations parce que ça, on met en place des choses pour pouvoir répondre en téléconsultation et essayer de couvrir le territoire. Hein. Après, je suis pas le seul, hein, bien sûr. Hein. Si vous avez des sexologues près de chez vous, n'hésitez pas. Hein. Sébastien, juste une dernière question, moi, que j'ai vu arriver sur le fil. Une personne qui n'a pas eu d'enfant, qui a un cancer gynéco, peut solliciter une sage-femme sans problème. Les sages-femmes prennent des rendez-vous avec des patientes pas forcément enceintes ou ayant eu des enfants. Je ne veux pas répondre avec certitude. À un moment donné, il me semblait qu'elle ne pouvait prendre qu'à partir du moment où une femme avait eu une grossesse. Mais il me semble, d'après ce que j'ai entendu, que maintenant, elles peuvent recevoir tout le monde. Mais ce n'est pas une certitude de ma part. Je suis vraiment pas sûr. Renseignez-vous. Hein, appelez une sage-femme, demandez-lui. Hein, dites-lui, j'ai jamais eu de grossesse, mais j'ai des problèmes au niveau du périnée. Est-ce que vous pouvez me prendre en charge? Et elle va vous le dire tout de suite, hein, si elle peut. Mais je crois que oui, normalement, maintenant, vraiment, elles peuvent. Hein. Oh, super. Merci beaucoup. Alors, on va clore. Je voulais vraiment vous remercier au nom de tout le monde. Et je vois là les questions. Il y avait des questions vraiment extrêmement précises. On voit l'importance de la sexualité et de l'intimité dans sa globalité pour bien vivre. Donc, merci d'y avoir répondu de façon aussi concrète. Merci beaucoup pour vos explications et conseils. Enfin, voilà, il y a des messages de remerciements qui arrivent. Merci infiniment. Je voulais vous souhaiter à tous un très bel après-midi et vous dire que les replays seront sur le site des associations Mon Cancer Gynéco et Imagine. Donc, voilà. Merci infiniment et très bonne